Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle ouverture de notre capsule temporelle de l'alimentation. Aujourd'hui, on va plonger dans la vision de Krusty Pat, une marque reconnue pour son savoir-faire dans les pâtes prêtes à dérouler et les solutions pratiques pour la cuisine du quotidien. À travers cette capsule temporelle, on va découvrir comment Krusty Pat imagine l'alimentation des Français en 2033, ainsi que les évolutions de leur marque et du secteur agroalimentaire. Pour commencer, Marion, donc on a deux Marion, moi Ouais. et Marion de Krusty Pat. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi, c'est Marion Vertuy. Je suis responsable marketing chez Croustipat depuis 1 an. Donc, c'est pas moi qui ai fait l'exercice de la capsule temporelle il y a 2 ans. J'ai récupéré celui des équipes précédentes. Mais du coup, je suis ravie de me plonger dans cette discussion. Et donc, moi, je travaille donc responsable marketing chez Cerelia et notamment sur Krusty Pat, qui est donc notre marque de pâte à tarte, pâte à pizza, qui est une marque en fait assez historique et qui existe depuis 50 ans, qui est fabriquée dans le Jura et dans le nord de la France. Et donc, voilà, on a des engagements français qui me tiennent très à cœur et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler par la suite. Oui, c'est sûr. Eh ben, Marion, même si tu n'étais pas là aux origines, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as l'info, pourquoi Krusty Pat a voulu participer à cette capsule temporelle de l'alimentation? Oui, bien sûr. En fait, parce que je pense que c'est un exercice qui est hyper réjouissant à faire, de se projeter à 10 ans justement, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait de manière assez courante dans nos métiers, où mine de rien, on réfléchit plutôt à court, moyen terme. Et en fait, là, de se projeter à 10 ans déjà, c'est hyper intéressant, c'est hyper stimulant. Et aussi parce que, on sait qu'à l'heure actuelle, l'industrie agroalimentaire fait face à de nombreux défis et ça va aller que en s'accélérant dans les prochaines années. Donc, c'est quand même très intéressant de se plonger et de réfléchir de manière un peu plus précise sur qu'est-ce qui va nous accompagner, les grands défis qui vont nous accompagner dans les 10 prochaines années. Merci Marion. Dans la capsule temporelle, une des premières parties, c'était comment les Français s'alimenteront dans 10 ans. Donc, selon toi et bien sûr Cerelia et Krusty Pat, comment les Français s'alimenteront-ils en 2033? Oui, je pense qu'en fait, on voit déjà les prémices un peu de ce que sera l'alimentation en 2033. On voit déjà des tendances émerger. Je pense qu'il va y avoir le gros point va être sur la conscience environnementale des consommateurs qui va faire que grandir. Elle est déjà assez présente, mais je pense qu'on va avoir de plus en plus conscience de l'impact de notre alimentation sur notre empreinte carbone au final. Et donc, on voit déjà des tendances à la végétalisation de l'alimentation qui émergent et je pense que ça va faire que monter en puissance dans les prochaines années. C'est peut-être encore assez niche, forcément, plutôt propice à des consommateurs qui sont sensibles au sujet de l'environnement et je pense que ça va venir se démocratiser dans les prochaines années et dans la suite. Il va y avoir aussi, pour moi, des attentes de plus en plus de produits en circuit court dans des filières qui sont locales, qui sont durables, qui pratiquent qui ont des pratiques agricoles les plus respectueuses de l'environnement. Et je pense qu'il va y avoir de grosses attentes qui vont monter là-dessus et auxquelles les marques et les industriels vont devoir répondre. Et c'est à la fois pour des enjeux environnementaux, mais aussi sociaux. Enfin, on voit aussi toute la crise agricole qu'on traverse. C'est pas nouveau, hein, ça fait déjà de nombreuses années. Et j'ai espoir, alors c'est peut-être plus un espoir qu'une projection, mais qu'il y ait aussi la conscience un peu de se dire que bien manger, c'est aussi bien faire vivre les gens qui travaillent pour l'industrie. C'est des notions qui vont être de plus en plus clés pour les Français dans les prochaines années. Et après, au-delà de la dimension vraiment purement environnementale, pour moi, il va y avoir aussi la dimension nutritionnelle et santé. C'est des tendances qui sont là et qui vont faire que ça croître. Une tendance à vouloir des produits plus bruts, avec des produits de plus en plus naturels, moins d'additifs. C'est des choses sur lesquelles l'industrie travaille déjà énormément, mais les attentes des consommateurs, pour moi, vont encore se renforcer davantage sur ces notions-là. Voilà, et par contre, après, effectivement, on est dans un milieu de l'alimentation, donc il ne faut pas oublier quand même que le plaisir et le goût, c'est le point primordial à respecter quand on vend des produits alimentaires. Et ça, pour le coup, je pense que c'est une tendance qui va pas s'arrêter là. Et donc, il y aura toujours cet enjeu en 2033 de proposer des produits qui sont bons gustativement et dans lesquels on se fait plaisir. Merci Marion. Je rebondis, tu parlais de produits plus bruts. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de fait maison, de retour à une alimentation plus brute. Comment est-ce que vous voyez l'équilibre entre cette tendance et le besoin de praticité qui ne sont pas toujours évidents?
Ouais, alors c'est vrai que nous, c'est une problématique sur laquelle on est dedans, enfin on est on est en plein dedans avec Croustipat, parce que typiquement, nous, sur nos produits, on apporte de la praticité, mais en fait, on est le petit facilitateur du fait maison. On arrive, on donne le coup de pouce qui fait que les gens derrière vont se mettre au fourneau, vont mettre la main à la pâte et vont vouloir cuisiner et faire leurs propres recettes. Et c'est vrai que typiquement avec nos produits, on vous évite d'attendre 3 heures pour que la pâte à pizza gonfle et elle soit bonne après à cuire, à préparer, etc. Ou de se lancer dans une pâte feuilletée qui peut mettre des heures et qui en plus demande un peu de dextérité. Donc en fait, c'est là où, sur ces types de produits-là, on apporte une solution de facilité qui fait que derrière, après, les gens se l'approprient, vont cuisiner eux-mêmes, vont le mettre en œuvre eux-mêmes et créer en fait un plat qui est totalement fait maison et qui leur permet aussi de redécouvrir comment cuisiner des légumes, faire manger des légumes à leurs enfants, etc., avec les types de produits qu'on propose. Donc c'est vrai que pour le coup, ça, c'est une question qui est centrale chez nous et qui nous anime déjà depuis de très, très nombreuses années et qui ne va pas s'arrêter là. Merci. Dans votre vision de l'alimentation en 2033, il y avait beaucoup le rapport à la nouvelle technologie et à la digitalisation. Et tu peux m'en dire un peu plus? Oui, forcément, en fait, le digital, enfin, ça va être clé dans l'alimentation de demain. Déjà parce que là, on voit aussi dans le milieu de l'industrie, on parle de plus en plus d'avoir un QR code à la place des codes barres sur les produits. Et ça, en fait, ça va, selon moi, apporter de plus en plus de transparence sur les produits qu'on achète et de plus en plus d'attente de transparence aussi de la part des consommateurs. Parce que typiquement, sur ce QR code, on va pouvoir avoir les infos nutritionnelles, les infos environnementales, peut-être réussir à tracer aussi les matières premières des produits, c'est de comprendre mon produit, quel chemin il a fait entre la production jusqu'à ce qu'il arrive dans ma cuisine ou sur ma table. Et donc, je pense que là-dessus, la digitalisation, elle va renforcer ce besoin de transparence et permettre en tout cas d'avoir plus de transparence sur nos produits. Et après, je pense qu'il va y avoir aussi un boom de la personnalisation de l'alimentation parce que typiquement avec l'intelligence artificielle, on est capable après de se créer de demander des recettes qui répondent à un régime spécifique, des contraintes un peu alimentaires, par exemple le besoin de manger plus protéiné, plus de fibres, etc. Et donc je pense que là-dessus, ça va accompagner de plus en plus les Français et du coup, il va y avoir vraiment ça va être un facilitateur peut-être pour avoir une alimentation qui soit un peu plus personnalisée et aussi un peu plus saine. Tu as parlé précédemment de l'impact environnemental. Votre vision met aussi l'accent sur l'impact environnemental. À ton avis, quels vont être les défis majeurs de l'industrie agroalimentaire en 2033 sur ces sujets-là? Oui, en fait, c'est certain que l'impact environnemental, c'est une notion qui est clé et pour moi, c'est le plus grand défi que l'industrie agroalimentaire va avoir à affronter là dans les prochaines années. Typiquement, donc nous, Croustipat, par exemple, nos produits, ils sont majoritairement faits de farine de blé, après on a du beurre, des huiles végétales, etc. Donc on est codépendant de la nature, de la santé de la nature. Et en fait, on le voit là quand même depuis de nombreuses années. On a des chaînes d'approvisionnement qui se tendent de plus en plus parce que les récoltes ne sont pas celles qu'on espère. Il y a des catastrophes naturelles qui font que les produits sont plus forcément dispo, etc. Donc, on sent qu'on est sur une période très tendue à ce niveau-là. Et donc, il va y avoir un besoin pour l'industrie de se concentrer à corps perdu, je pense, sur des solutions qui, justement, permettent d'être plus résilients, d'être plus durables face aux changements climatiques qui vont arriver. Et donc, en fait, ça va résider surtout à réduire l'empreinte carbone de notre industrie. Et ça veut dire travailler sur des filières qui soient plus locales, plus durables, qui ont des pratiques agricoles qui sont plus respectueuses de la nature et qui permettent au sol de se régénérer et d'être capable de continuer à produire encore de nombreuses années. Ça veut dire aussi travailler sur des emballages qui soient les moins impactants possibles. Parce qu'effectivement, nous, typiquement, on est sur des produits frais, donc on ne peut pas se passer d'un emballage à l'heure actuelle. Alors peut-être que demain, on aura une capacité à avoir des produits sans emballage, on ne sait jamais. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas possible parce que d'un point de vue sanitaire et qualité, on ne peut pas s'en passer. Donc après, c'est se dire, OK, on a un emballage, mais comment est-ce qu'on fait pour qu'il soit le moins impactant possible, qu'il soit le plus petit possible, enfin le plus optimisé. Et donc, effectivement, c'est travailler sur la recyclabilité. On peut imaginer plein de choses. Le compostable, ça commence à se sortir. On voit des premiers packaging compostables qui arrivent sur le marché. Donc, c'est se dire comment va se construire la filière demain aussi là-dessus.
puis travailler, enfin voilà, il y a des idées de consignes, du vrac, etc. qui sont là. Donc, c'est effectivement continuer à creuser ces pistes alternatives. Et après, je pense que le point majeur aussi, c'est de maintenant réfléchir des produits qui soient éco-conçus. On parle beaucoup d'éco-conception dans l'environnement et dans la RSE au général. Et je pense qu'effectivement, c'est clé sur l'industrie de demain, c'est de réfléchir à des innovations, mais dans leur globalité, pas juste dans le produit en tant que tel, mais dans tout leur cycle de vie. De réfléchir, donc effectivement, comme je le disais, aux matières premières, l'emballage, la production, mais aussi derrière l'usage qui va être fait par les consommateurs. Typiquement, nous, sur nos produits, c'est vrai qu'on est très dépendant du four. C'est un usage qui est forcément très énergivore. Donc, il faut réfléchir à tout ça aussi demain dans les innovations qu'on développe, de se dire, même si nous, on a réfléchi à toute la chaîne de valeur, chez le consommateur, comment est-ce qu'il l'utilise et comment est-ce qu'on fait en sorte que le consommateur aussi minimise son impact, lui, sur le carbone. Donc, c'est pas simple, mais justement, c'est passionnant et c'est ça qui fait qu'on a encore beaucoup, beaucoup de réflexions à mener là dans les prochaines années. On va reparler un petit peu des ingrédients. Est-ce que tu penses que les matières premières que vous utilisez dans vos produits vont évoluer dans les 10 ans à venir, dans les années à venir? Oui, absolument. Tout à fait. J'en parlais un petit peu sur le côté d'avoir des filières locales, durables, etc. Et donc ça, typiquement sur les matières premières, ça va être clé pour moi dans les prochaines années. On parle beaucoup d'agriculture régénérative et d'avoir des alternatives qui soient plus responsables que les matières premières traditionnelles. Et donc je pense que là-dessus, ça va être effectivement un énorme enjeu. En tout cas, nous, à l'heure actuelle, c'est déjà une des préoccupations qu'on a chez Croustipat. On a nos pâtes à tarte qui sont déjà Origine France garantie sur le beurre, sur la farine. On travaille avec un label qui est agri-éthique sur les farines. Donc après, c'est à notre échelle. C'est sur nos pâtes à tarte. On a des agriculteurs qui sont jurassiens, qui travaillent à 80 km de notre site de production, qu'on rémunère à leur juste valeur. Et donc ça, c'est déjà des choses qu'on commence à mettre en place. Et pour moi, ça a vocation à grandir, à s'accentuer dans les prochaines années parce que ça va être clé de réfléchir à toute la chaîne de valeur dans sa totalité et de faire en sorte que chacun œuvre à son niveau à avoir une alimentation plus durable. Et effectivement, pour le coup, l'agriculture régénérative, c'est un sujet qui est passionnant. Nous, on est allé visiter une ferme avec notre équipe en fin d'année dernière, justement aller voir un agriculteur, alors que dans le nord de la France, parce qu'on a donc 2 sites de production, un dans le Jura et un près d'Arras. Et donc, on est allé avoir un agriculteur près d'Arras qui a mis en place, lui, depuis de nombreuses années, des pratiques agricoles d'agriculture régénérative qui sont vraiment respectueuses de la nature. Il pose des couverts végétaux entre ces cultures pour protéger les sols et s'assurer que ces sols alors j'ai pas les termes totalement techniques, mais ne se dessèchent pas entre les cultures, etc. Et on voit que c'est un sujet qui est hyper complexe, qui est pas simple à mettre en place, mais qui est passionnant parce que si on arrive à tous se convertir vers ce type d'agriculture et ce type de pratique, ce sera hyper bénéfique pour toute la chaîne de valeur. Merci. La troisième partie de la capsule, en contenu, c'était la vision de ce que sera la marque dans 10 ans. Donc toi, si dans 10 ans, tu es encore chez Cerelia, comment tu l'imagines Cerelia en 2033 ? Alors, c'est une bonne question, effectivement. Moi, j'imagine donc Cerelia et Croustipat comme une entreprise qui a réussi à prendre à bras-le-corps tous ces sujets dont on vient de parler, qui est en phase avec son époque, qui comprend les attentes et qui fait face aussi, qui est résiliente et durable, qui arrive à proposer des solutions adaptées aux enjeux de son époque. Alors après, c'est plus propre à Croustipat, mais c'est aussi sans se départir de son humour, son enthousiasme, son envie de bien manger, de se faire plaisir, etc. Parce que je pense qu'effectivement, ça, c'est clé de se dire que c'est pas parce qu'il faut faire du durable que c'est forcément pas une partie de plaisir. Les deux sont pas incompatibles et donc je pense que c'est là-dessus où j'espère qu'on sera comme ça en tout cas en 2033. Parfait. Je reviens sur un sujet que tu as évoqué sur la personnalisation des produits en fait en fonction des consommateurs. C'est une tendance qui est très très forte. On voit effectivement aux États-Unis, etc. Et comment toi tu vois cette personnalisation à travers vos produits Croustipat actuels ?
Oui, effectivement, c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, c'est une tendance qui est très très forte où ils ont des produits très spécifiques à des types de régimes, les régimes keto par exemple, etc. En France, ça se fait un petit peu moins, mais on sent que ça arrive, notamment sur tous les produits protéinés qui sont en plein boom dans le rayon frais. Et je pense que c'est là-dessus où nous, effectivement, sur nos pâtes à tarte et pâtes à pizza, on peut apporter cette réponse-là en proposant des produits qui ont plus de fibres, par exemple, plus de protéines, qui sont sources de vitamines, par exemple. Enfin, voilà, c'est là-dessus qu'on va travailler sur des produits qui répondent à des régimes sans gluten. C'est là-dessus qu'on peut être justement dans la tendance et proposer des alternatives aux consommateurs qui seront de plus en plus à la recherche de produits un peu spécifiques à leurs propres besoins. Top. Marion, je pense qu'on arrive au bout de ce que vous avez mis, du contenu que vous avez mis dans la capsule temporelle de l'alimentation. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, si ce n'est que, effectivement, je pense que là, les questions de durabilité, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, mais ça peut être très rébarbatif quand on en parle parce qu'on a l'impression que ça va être de la contrainte. Et je pense que en fait, des marques comme Krusty Pat ont vraiment leur rôle à jouer pour montrer qu'on peut être engagé, mais qu'on peut se faire hyper plaisir, qu'on peut être gourmand, qu'on peut être drôle, qu'on peut être intéressant. Enfin voilà, que en gros les deux ne sont pas opposés. Et je pense que c'est là-dessus où effectivement, et même au global, le secteur de l'alimentaire doit jouer, c'est de montrer que c'est possible d'aller vers une alimentation plus saine, plus durable, mais sans se départir du plaisir. Et je pense que c'est là-dessus qu'on arrivera à faire vraiment changer les choses. Merci, c'était passionnant. Donc, je te remercie. On va suivre effectivement les évolutions de Krusty Pat dans les années à venir, avec plaisir. Et j'invite les personnes qui ont regardé cette vidéo à vous abonner parce qu'on va bientôt ouvrir d'autres capsules temporelles de l'alimentation. On était 80 marques il y a 2 ans, effectivement, à mettre cette vision de l'alimentation en 2033. Et tous les mois, 2 mois, on va les ouvrir au fur et à mesure. Donc, je vous invite à vous abonner et je vous dis à très vite. Merci Marion. Merci à vous. Merci Marion. À bientôt.